Tout au long des siècles, quitter la Terre fut un rêve impossible. Mais deux scientifiques rivaux furent happés par la course vers l'accomplissement de ce rêve. Leur lutte allait changer l'histoire. Feu! À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes et les Américains se disputèrent les secrets de la technologie des missiles germaniques. Qui est le cerveau derrière tout ça? Werner von Braun était un génie des missiles, très en avance sur son temps. Quand il se rendit aux Américains, il apporta avec lui ses rêves de conquête de l'espace. Nous avons d'autres missiles au stade théorique. Un jour, d'autres fusées quitteront l'orbite terrestre pour explorer d'autres planètes. Mais la vision de von Braun avait un prix. Vous étiez membre du Parti national-socialiste? Oui, je l'étais. Et des SS? Oui, j'avais obtenu le grade de major. Les Allemands avaient eu recours au travail forcé pour construire les missiles de von Braun. Vous étiez au courant de l'existence de cette usine de production en chaîne des V2 et des conditions de travail? Croyez-vous que si j'avais refusé de le faire, personne d'autre ne l'aurait fait? Sans que von Braun n'en sache rien, les Soviétiques avaient leur propre vision de la conquête spatiale. Votre confession. Sergueï Korolev avait été condamné à 10 ans de goulag pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Une fois libéré, il devint le chef du programme de conception des missiles russes et accomplit de telles prouesses que son existence fut cachée au monde occidental. Dans l'intérêt de la sécurité de l'État, personne ne doit connaître votre identité, comme si vous n'aviez jamais existé. Après la Seconde Guerre mondiale, un rideau de fer tomba sur l'Europe en ruine, séparant l'Est communiste de l'Ouest capitaliste. Deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, se lancèrent dans la course à l'armement. Ce fut le début de la guerre froide, durant laquelle chaque camp redoutait une frappe nucléaire dissuasive de l'adversaire. En 1952, les Américains testèrent l'arme la plus puissante que le monde ait jamais vue, la bombe H. Nous sommes maintenant en 1953. Le 12 août, les Soviétiques font à leur tour exploser leur première bombe H. La course pour la suprématie nucléaire commence. Félicitations, camarades. Au travail bien fait. Que tous nos futurs engins explosent aussi bien. À la nôtre. Il est là, en personne. L'essai de la bombe H offre alors à Sergueï Korolev, le responsable de la conception des missiles, l'opportunité d'une rencontre capitale. Bonjour, camarade maréchal. Quelle incroyable surprise. Je vous en prie. Les militaires, pourvoyeurs financiers de Korolev, lui lancent un défi colossal. 5 tonnes. Vous envisagez une tête nucléaire de 5 tonnes? Si on en croit nos physiciens, c'est le poids des prochaines bombes à hydrogène. Le ministère de la Défense avait pensé à l'avion pour effectuer le largage, mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu'un avion serait trop lent et trop vulnérable. Ce qu'il nous faut, c'est un missile qui puisse convoyer la bombe H à plus de 8000 km, capable d'atteindre l'Amérique. Et de cette façon, assurer notre protection contre nos ennemis. Avec tout le respect que je vous dois, le ministère est conscient du fait qu'il n'y a aucun engin en cours d'élaboration qui ait même de très loin cette capacité. Évidemment. Donc la question est très simple. Est-ce qu'on peut le construire? Évidemment, camarade. Korolev espère qu'en répondant aux attentes des militaires,
il pourra enfin accomplir l'ambition qui est la sienne depuis si longtemps, voyager dans l'espace. La première étape serait de placer un satellite en orbite autour de la Terre. Ensuite, viendrait le vol spatial habité. Mais de l'autre côté du monde, aux États-Unis, Korolev sait qu'il a un rival. Ce qu'il ignore, c'est que son rival doit faire face à une crise. Cantonné par l'armée américaine à ne développer que de petits missiles à faible portée, Werner von Braun voit ses ambitions s'effondrer. La trajectoire est stable, le gyroscope fonctionne normalement. Von Braun avait amené son équipe d'Allemagne dans l'espoir d'un programme spatial. Passerelle dégagée. Bien. Nous avons des heures de données à analyser. On va faire une pause. Je dois vous communiquer de nouvelles informations. Mais l'armée américaine qui les emploie les a mis sur la touche. Ils sont sérieux? Nous ne sommes pas une priorité pour le moment. Leurs subventions vont ailleurs. Néanmoins, je reste convaincu qu'ils finiront par voir où est leur intérêt. Notre heure viendra. Ils suppriment les subventions même pour les missiles militaires. Comment allez-vous les convaincre de lancer un satellite? Sont-ils seulement intéressés par un programme spatial? Tant que von Braun n'a pas l'opportunité de construire un plus gros missile, il n'a aucun espoir de lancer un satellite. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but that me when I lose my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Nous perdons certains de nos meilleurs éléments. Le privé offre des salaires dont le pouvoir attractif est très fort pour des ingénieurs de leur niveau. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Les militaires ne voient pas la portée de tout ça. Les seuls à montrer de l'intérêt pour la conquête de l'espace, ce sont les studios de Walt Disney. Il y a peut-être une solution. Vendre l'idée en direct au peuple américain. Leur expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de missiles. Leur montrer que l'espace, c'est la nouvelle frontière de l'Amérique. Von Braun ne sait pas qu'il a un rival en Union soviétique. Il nous faut une approche radicalement nouvelle. Pour envoyer 5 fois plus de poids, plus de 15 fois plus loin, il nous faut 2 fois plus de vitesse et 20 fois plus d'énergie que pour notre plus gros missile. Pour Korolev et Vassili Mishin, son adjoint, le nouveau missile conduira la science jusqu'à son point de rupture. Vous imaginez, Vassili? Ce nouveau missile devra être équivalent à la moitié de ce bâtiment. Vous êtes vraiment sûr de vous? Détendez-vous, Vassili. Et n'oubliez pas, quand nous l'aurons construit, nous serons enfin capables de lancer notre satellite. Et bien sûr, vous savez avec qui nous devrons travailler. Glushko. Pour avoir une chance de réussir, Korolev doit commencer par s'assurer le concours de l'ingénieur qui conçoit les moteurs des missiles soviétiques. L'un de ceux qui l'ont dénoncé pendant les purges staliniennes. Valentin Glushko. Allons-y. C'est très Jules Verne. Pour transporter autant de poids sur une telle distance, il faut qu'on soit radical. J'y suis tout à fait favorable, mais aucun moteur ne peut propulser une tête nucléaire de 5 tonnes. Oui, mais si on utilisait plusieurs moteurs fonctionnant ensemble pour répartir la charge. Mais on ignore tout concernant l'impact d'un moteur sur l'autre. Ça n'a jamais été fait. Il ne tient qu'à vous de relever le défi, Valentin. Ce que je vous propose, c'est 4 groupes de moteurs arrimés au corps principal du missile. Après la phase d'accélération, quand le missile a atteint une vitesse suffisante, ces groupes se détachent. On éjecte le poids mort, ce qui permet au corps principal de continuer à une vitesse supérieure.
J'ai besoin de votre aide pour ces moteurs. C'est vrai, c'est très ambitieux. Mais si nous unissons nos forces, nous pourrons changer l'histoire. C'est un pari extrêmement risqué. Mais s'ils réussissent, ils auront les moyens d'aller dans l'espace. Tout ce qui concerne les moteurs, ce sera moi. Et moi seul. Entendu. C'est d'accord. Le nouveau missile de Korolev, dénommé le R-7, sera si grand que son site de lancement doit être entièrement reconçu dans une zone reculée à plus de 2000 km de Moscou. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est morne. Mieux vaut s'y faire, Vassili. C'est ici que nous vivrons. Le maréchal Mitrofan Nedelin supervise le projet et en réfère directement au président de Soviet, Nikita Khrouchtchev. 36 heures de train, puis des routes défoncées. Ce missile a intérêt à tenir vos promesses, Sergei Pavlovitch. Le R-7 est de conception hardie. Mais la défense de la mère patrie n'en mérite pas moins. J'ai une proposition dont l'armée pourrait tirer un grand bénéfice. Les capacités de ce missile vont bien au-delà du transport de têtes nucléaires. Imaginez que vous puissiez espionner tous les pays du monde. C'est d'une splendide simplicité. Notre R-7 pourrait mettre sur orbite un petit satellite dans lequel on installerait un appareil photo. Quand on lance un objet en l'air, il suit une courbe ascensionnelle en arc, mais sa vitesse ne peut lutter contre l'attraction terrestre, et il ne peut que retomber sur Terre. Cailloux ou missile, les effets sont les mêmes. Mais avec cette fusée, on pourra envoyer une sorte de capsule beaucoup plus vite et donc plus haut. On pourrait l'envoyer au-delà de l'atmosphère. Et là, la placer en orbite autour de la Terre où elle serait maintenue par les forces conjointes de sa propre vitesse et de l'attraction terrestre. Maintenant, imaginez que ce soit un satellite qu'on ait lancé. Il tournerait autour de la planète en photographiant tout ce qui pourrait nous intéresser, y compris les choses que les Américains préféreraient nous cacher. Ils n'en rêvent pas toutes les nuits et nous non plus. Cette commission s'occupe des affaires militaires. Nous voulons des ogives nucléaires qui frappent les États-Unis, et pas un vaisseau spatial. Von Braun lance lui aussi une offensive. Il tente de prendre de court les militaires qu'il emploie et persuade les productions Walt Disney de vendre son rêve de conquête spatiale au grand public américain. Une fois que le satellite aura atteint son orbite, La Terre, désormais à plus de 1500 km de distance, apparaîtra comme un gigantesque globe, admirable et inquiétant. L'Amérique du Nord ressemblera à un grand patchwork de vert et de brun, s'étirant des montagnes rocheuses couvertes de neige jusqu'au bleu immense, profond et brillant des océans. Sur la partie de la Terre plongée dans la nuit, toutes les grandes villes du monde seront des points de lumière scintillants. Et la Terre elle-même se détachera au milieu du noir absolu de l'espace. La seule vraie victoire sera la conquête de l'espace. Si nous ne la gagnons pas, une autre nation, peut-être animée de moins bonnes intentions, l'emportera. Avec un télescope de très grande puissance, on peut voir la surface de la Lune. Ou un jour, un homme... Coupé! En captivant 40 millions de téléspectateurs à une heure de grande écoute, Von Braun devient bientôt connu de tous. Loin des projecteurs, les choses commencent à évoluer selon ses vœux. Contrairement aux soviétiques, les Américains projettent secrètement de lancer un satellite espion. Ils annoncent le projet de lancement d'un satellite scientifique qui leur servira de couverture. The President today approved plans by this country of going forward for the launching of a small, unmanned, Earth-circling satellite in the region beyond the Earth's atmosphere. Korolev est alarmé par la nouvelle. Il craint de ne pouvoir être le premier dans l'espace. Regardez où en sont les Américains. Regardez.
Ils ont Von Braun, donc ils disposent de ces compétences technologiques, donc ils peuvent placer un satellite espion au-dessus de Moscou dans moins d'1 mois. Puis je suggérais au comité de bien vouloir m'autoriser à utiliser la nouvelle fusée pour lancer un satellite. Vos obligations résultent des ordres que vous avez reçus et ils restent inchangés. Personne n'est irremplaçable, camarade. Ce que Korolev ignore, c'est que Von Braun doit se battre pour obtenir le contrat du satellite. Cet interrogatoire sera enregistré et porté au dossier comme pièce à conviction. Il espère que sa demande pour obtenir la nationalité américaine augmentera ses chances, malgré ses antécédents nazis. Je n'ai rencontré Hitler que 2 fois. Tout ça, désormais, fait partie d'un lointain passé. Le FBI interroge les voisins de Von Braun. Ben, tout le monde sait qu'il a été membre du parti nazi. Et pour moi, nazi un jour, nazi toujours. Il serait bien plus dangereux pour l'Amérique s'il allait dans un autre pays. Je suis un scientifique, pas un soldat. Une fusée n'est qu'un moyen de transport, et ce qu'elle contient ne relève pas de mes compétences. La seule chose qui compte pour moi, c'est de mettre mon savoir au service de l'Amérique. Le sujet porte assez peu d'intérêt aux affaires d'ordre politique. Il est considéré comme loyal envers les États-Unis. Après cet interrogatoire, je ne vois aucune raison de douter de la sincérité de sa requête. Si vous voulez bien signer. 10 ans après avoir disparu d'Allemagne comme par enchantement, Von Braun espère qu'il vient d'acheter son billet pour l'espace. Félicitations. Vous êtes désormais citoyen des États-Unis d'Amérique. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse l'Amérique. Mais son projet de satellite doit faire face à la concurrence impitoyable des militaires de l'US Navy. Qu'en pensez-vous, messieurs? En ce qui nous concerne, c'est Von Braun qui a tous les atouts en main. Son équipe est de loin la meilleure qu'on ait eue, et c'est lui qui a les plus grandes compétences. Nous sommes d'accord? Von Braun est notre homme? Je peux parler franchement. Quelle image sera la nôtre si nous développons une fusée dérivée des missiles Vengeance des nazis avec des ingénieurs allemands? Le lanceur du premier satellite américain ne devrait être qu'un pur produit américain. Von Braun? Oui, Dr. Von Braun. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Je suis chargé de vous informer que l'US Navy a obtenu le contrat pour le satellite. Nous sommes navrés. Merci. Von Braun est de retour à la case départ, juste au moment où son rival russe marque un premier point décisif. Convaincu que les missiles longue portée sont le meilleur moyen de détruire les États-Unis, le chef de l'État, Nikita Khrouchtchev, vient vérifier les progrès de Korolev. Camarade Khrouchtchev, si vous voulez, bien sûr. Propulsée par les moteurs de Valentin Glouchko, la R-7 transportera la nouvelle génération d'ogives nucléaires. Je vous présente la fusée R-7. C'est une maquette de la fusée originale, mais parfaitement à l'échelle. C'est vraiment une machine très impressionnante, Sergei Pavlovitch. Combien pèse-t-elle? 280 tonnes au décollage. Donc la poussée devra être supérieure à 403 tonnes pour la soulever. Plus que ça n'a encore jamais été fait. C'est-à-dire quelle puissance? Ça fait environ 6,4 millions chevaux, Nikita Sergeyevitch. On va les fabriquer en série comme des chapelets de saucisses. Comme vous le savez, Nikita Sergeyevitch, nous l'avons conçu pour une ogive nucléaire de 5 tonnes. Mais ce n'est qu'une de ses applications. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. La R-7 nous offre l'opportunité de marquer l'histoire des sciences en même temps que l'histoire militaire. Lancer le premier satellite au monde.
Le véritable engin fera 7 fois la taille de cette maquette. Quel est l'intérêt pour nous d'un tel appareil? C'est d'une splendide simplicité. Il tournera autour de la Terre incroyablement vite. 29 000 km à l'heure. Et grâce à lui, on pourra espionner n'importe quelle région de la surface du globe. Il nous faut juste le feu vert pour le construire. Ça entraverait notre programme de missiles. Nikita Sergeyevitch, pendant que nous parlons, les Américains consacrent des millions au même projet. Une fois que la R-7 sera opérationnelle, il suffira de remplacer l'ogive par le satellite et de le lancer. Donc, les Américains ont de nouvelles voitures rutilantes. Et nous avons un nouveau satellite rutilant. Mais n'oubliez pas, Sergueï Pavlovitch, il vaut mieux pour vous que ça fonctionne. Camarades, un autre satellite. Un autre satellite. Ayant obtenu l'aval de Khrouchtchev, Korolev commence sans perdre de temps la construction de son satellite, dont le nom de code est Objet D. Des douzaines d'instituts soviétiques différents sont impliqués dans le prestigieux projet. NII 885, système de radioguidage. SKB 567, télémétrie. NII 592, automatisation. OKB 10, mécanique appliquée. NII 4, balistique et dispositif de contrôle de mesure. Au milieu des années 50, au cœur de la guerre froide, alors que la course à l'armement s'intensifie, les deux camps testent des armes nucléaires toujours plus puissantes. You know how bad sunburn can feel. The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it. First, you duck, and then you cover. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover. Alors que la crise s'intensifie, les militaires américains décident de construire des missiles de moyenne portée. Von Braun reçoit enfin des fonds. Mais seulement pour construire un missile plus grand, le Jupiter C, capable de transporter une tête nucléaire. Même s'il est beaucoup moins puissant que la R-7 de Korolev, il pourrait lancer un petit satellite. Mais von Braun se heurte toujours aux mêmes résistances. Les manifestants ont pris pour cible l'étoile rouge située au sommet du bâtiment, sur laquelle un groupe de soldats hongrois a ouvert le feu. Nous vous informons qu'aux dates prévues pour le lancement, des inspecteurs se rendront sur le site et qu'ils y resteront durant toute la période des tests. Ils ne seront là que pour une chose. Vérifier que nous ne lançons aucun satellite. Ils nous en croient capables, par mégarde. On pourrait le faire, n'est-ce pas? Pas avec les inspecteurs du Pentagone dans les pattes. Pour empêcher von Braun de lancer secrètement un satellite avant l'US Navy, les inspecteurs du Pentagone surveillent étroitement le premier vol du Jupiter C. Tout a l'air en ordre. Bien, alors on peut y aller. Portée 5367 km. Altitude 1097 km. Ouais, on a réussi! Bravo! Ceci, messieurs, est un nouveau record d'altitude. Ne vous gênez pas pour avertir Washington que s'il nous avait autorisé à utiliser le potentiel de la Jupiter C au maximum, aujourd'hui, il serait entré dans l'histoire. Nous aurions lancé le premier satellite du monde. Au nom de l'Amérique. En
En Union soviétique, pour lancer son satellite, tous les espoirs de Korolev reposent sur la fusée R-7 et ses assemblages de moteurs en faisceau. Si ce premier test d'un cycle de vol est réussi, ton idée de moteur en faisceau peut nous faire faire un vrai bond en avant. Il y a un problème. Regardez, il y a quelque chose qui... Oh non, c'est bon. Coupez les arrivées de carburant. D'après vous, que s'est-il passé? Rupture d'une conduite de carburant. La même quantité de carburant doit arriver en même temps dans chaque moteur. Il suffit qu'un seul des injecteurs flanche et ça fait exploser tout le bloc. Je t'avais prévenu que c'était dangereux. Regarde, un seul essai, 4 moteurs hors d'usage. Tous mes hommes ont tant travaillé sur toutes ces pièces. Où veux-tu en venir, Valentin? Tu veux de l'innovation? L'innovation, ça demande du temps et du travail. Les moteurs en faisceau, c'est ton choix. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prouver un jour que cette idée fonctionne. Pire encore, la conception du satellite de Korolev, l'objet D, a atteint un point critique. Il est tout simplement trop gros, de seulement 7 cm. Et à moins d'enlever le compteur Geiger et son système, ça n'entrera pas. Les imbéciles. Les imbéciles. Pourquoi n'ont-ils pas suivi scrupuleusement nos ordres? Comment peut-on espérer réussir s'ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit? Ce sont des ignorants, une bande de tâcherons qui ne vaut même pas la balle pour les abattre. Et ça, qui est responsable? Quelle est la surcharge occasionnée? Je n'en sais rien. Tout le monde va croire qu'on a un train de marchandises là-dedans et pas un satellite. Bon, on pourrait changer toute la conception. Pensez légèreté et simplicité. Ne garder que l'ossature. Enlever les appareils de mesure scientifiques. Et là, ça fonctionnera. Il aura fallu 2 ans pour aménager Baïkonour et faire de ces terres en friche la première base de lancement du monde. Malgré les problèmes rencontrés, Glouchko parvient à livrer les premiers blocs de moteurs sur le site. Ces assemblages de moteurs en faisceau fourniront la poussée. Des moteurs plus petits de conception révolutionnaire seront destinés à l'orientation de la R-7. Certains pensent qu'en dépit de ces 32 moteurs, les 280 tonnes de la R-7 ne parviendront jamais à quitter le sol. Si la R-7 décolle, ce sera l'occasion rêvée pour Sergueï Korolev de lancer son satellite. La première étape de l'homme dans son voyage vers l'espace. Malgré le succès de son lanceur, le Jupiter C, le Pentagone continue à rejeter les demandes de lancement de satellites de von Braun. Livraison spéciale. En provenance directe de l'espace. Je l'avais placé à l'intérieur de la coiffe du missile. Ça a survécu à la réentrée dans l'atmosphère et à l'amérissage. Le premier courrier aérospatial. Elles n'ont même pas grillé. Donc le bouclier thermique est opérationnel. On doit réussir à les convaincre. On peut lancer un satellite. On pourrait détourner quelques composants et certaines pièces de la chaîne d'assemblage et les garder pour plus tard. Une fois que la Navy aura échoué, ils nous remercieront. Sa détermination à être prêt si l'US Navy échoue entraîne von Braun à risquer la cour martiale pour détournement d'équipements et de pièces de son lanceur. Son rival avance à grands pas.
Korolev n'a plus qu'à effectuer le vol d'essai de sa fusée. Mais d'abord, il doit baptiser le vaisseau selon une tradition russe qui remonte à la nuit des temps. Je capte un signal en provenance de la fusée. Une hausse de température. Peut-être un incendie. La R7 se désintègre après 90 secondes de vol. Cause probable. Une fuite éventuelle de carburant. Un problème de moteur. Il n'y a absolument aucun moyen de le savoir à ce stade. Un grand nombre de facteurs peut être mis en cause. Très bien. On va rassembler un maximum de débris. Et on le saura très vite. Camarade maréchal, excusez-moi, je peux vous parler? Je suis vraiment navré. Ça, c'est une pièce importante. Pour un seul vol d'essai qui a échoué, j'ai 32 moteurs, tous réduits à néant. Si ça continue comme ça, c'est toute ma chaîne de production qui va voler en éclats. Ma position là-dessus a toujours été claire. Ce projet est trop ambitieux. C'est de l'irresponsabilité. Pour ne pas dire du gaspillage. Selon moi, on n'y arrivera pas. Tout le projet a vraiment été très mal géré. Si on me l'avait confié dès le début, je crois que nous n'aurions pas eu de tels problèmes. En juin, les choses ne font qu'empirer. Des défaillances techniques empêchent le décollage de 3 autres vols d'essai. En juillet, une fusée R7 quitte l'aire de lancement. Mais 33 secondes plus tard, l'un des faisceaux de moteur se détache trop tôt du corps central de la fusée. Vous êtes tendu, Sergei Pavlovitch? Non, ça va. Et comment va votre fusée? Bien, elle aussi? Ça doit cesser. Ces échecs nous coûtent à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Vous m'aviez assuré que vos calculs étaient justes. Il y a beaucoup d'innovations, camarade. Je me dois de vous avertir. Continuez comme ça, et je mettrai un terme à ce programme. Et je confierai la reconception de la fusée à d'autres. Il nous faut des résultats. Korolev n'a plus droit qu'à un seul vol d'essai. C'est sa dernière chance. Son satellite a subi de profondes transformations. L'équipe a totalement abandonné le trop lourd objet D et en moins d'1 mois, lui a conçu un remplaçant. On a réussi à l'alléger. Maintenant, il pèse à peine plus de 83 kg. Débarrassé de tous ces instruments complexes, il ne transporte plus qu'un émetteur radio. Il est appelé tout simplement
Spoutnik. Toute la carrière de Korolev, ainsi que ses rêves de conquête de l'espace, dépendent de ce 6e et dernier vol d'essai. La fusée R7 parcourt plus de 6000 km. On a réussi! Plus qu'aucun autre missile longue portée et atteint sa cible aux confins de la Sibérie. Lancement réussi. La R7 est capable de voler jusqu'en Amérique. Maintenant, lancez votre Spoutnik. On va pouvoir lancer le Spoutnik. Pour prouver au monde que son Spoutnik est en orbite, Korolev doit transmettre un signal depuis l'espace. Camarade Korolev. Bien, Vyacheslav. Je vous en prie, continuez. Je n'arrive pas à dormir. Je peux l'entendre. Bien sûr. Il est extrêmement simple. C'est juste un seul bip, répété à intervalles réguliers. À 22h27, les moteurs sont mis à feu et la R7 décolle à la perfection de l'aire de lancement. Non pas en tant qu'arme de destruction massive, mais en tant que vaisseau porteur des rêves de toute la vie d'un homme. Edouard. Le lanceur a amorcé sa chute. On sera fixé dans 90 minutes. Il y a encore tant de choses à faire, Vassili. J'espère seulement avoir assez d'années devant moi pour être sûr de les accomplir. Camarades! C'est maintenant ou jamais. Allons-y, venez. C'est l'heure. Passé de 3 minutes, heure de Moscou, Spoutnik 1 devient le premier satellite artificiel placé en orbite autour de la Terre. Quand on pense que ces années étaient majeures dans l'excès, c'est une honte pour tout notre pays. Merci. Merci. Bien, docteur, ils ont réussi. Qui a réussi quoi? Les Russes. Il y a eu un communiqué ce soir à la radio. Les Russes viennent d'envoyer un satellite dans l'espace. Il y a un an, j'aurais pu avant eux mettre en orbite un satellite avec ma nouvelle fusée Jupiter-C. Et je vais vous dire autre chose, monsieur le secrétaire d'État. Le président compte sur le lanceur de la Navy. Selon moi, le Vanguard n'ira jamais dans l'espace. Alors que nous, on peut y aller. Nous, on peut lancer un satellite dans 60 jours. Je m'en occupe. J'en parlerai à Washington. Scanning the horizon in Moscow while the world watches the flight of the satellite. They call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth.
Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. Gets the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this. And we fear this. C'est un coup dévastateur porté à la fierté nationale américaine. Le président Eisenhower subit immédiatement des pressions pour combler le fossé du missile. Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself is concerned, it does definitely prove the possession by the Russian scientists of a very powerful thrust in their rocketry. Sans que les Américains n'en sachent rien, Korolev est prêt à lancer un deuxième Spoutnik. Cette fois, avec un passager. Laika. Après avoir été enfermé dans une capsule improvisée, Laika attend 2 jours dans la R7 sur l'aire de lancement alors qu'on remplit les réservoirs de la fusée. Semaines seulement après le lancement du Spoutnik, Korolev réussit à envoyer la première créature vivante dans l'espace. The Soviet Union has launched a second Earth satellite. Do you admire the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the first ones to have it, if there's such thing. This satellite should be long remembered as a symbol of the torture the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but there's a female up there circling Mother Earth. Laika ne survit en orbite qu'à peine plus de 5 heures avant de mourir de chaleur. What do you think about America not being able to do the same? If I was in military service and fell down on a job like that, I could stand a court-martial. Somebody's falling down on a job. Comble de l'ironie, en face d'une nouvelle victoire soviétique, c'est von Braun lui-même qui porte le blâme pour l'échec américain. Dr. von Braun, quelle est votre estimation actuelle des capacités du missile soviétique? D'après les récents événements, je dirais que les soviétiques sont capables d'envoyer une charge thermonucléaire sur Washington aujourd'hui même. Vous êtes le responsable du programme de missiles de l'armée. Tout retard dans la conception de ces missiles doit donc vous être imputé à vous seul. Vous auriez dû informer vous-même le président et le Congrès que nos progrès étaient loin d'être satisfaisants, sous votre contrôle. Dr. von Braun, peut-être pouvez-vous expliquer à ce comité ce que vous avez fait au juste durant ces 10 dernières années? Depuis le moment où nous avons posé le pied sur le sol américain, mon équipe et moi-même avons été sous-financés, sous-employés. J'ai passé toutes ces années à essayer de me faire entendre et comprendre. Je ne peux pas être tenu responsable du fait que mon employeur, qui est l'armée des États-Unis, ait refusé de tirer parti de mes compétences. Von Braun obtient enfin le feu vert pour lancer un satellite. Mais c'est l'US Navy qui lancera le sien la première. Comme il ne dispose que de quelques semaines, von Braun est rejoint par 2 scientifiques, William Pickering et James Van Allen, qui concevront les instruments de bord. James Van Allen, ravi de vous connaître. Je n'ai pas pu convaincre le Pentagone de nous laisser le faire avant la Navy, mais je veux être prêt pour un lancement juste après eux. Les instruments scientifiques, l'émetteur radio, absolument tout doit tenir dans cet espace. Je l'ai appelé l'Explorer. Dans combien de temps aurez-vous terminé? Afin de tenter de restaurer la fierté anéantie de l'Amérique, l'US Navy précipite le lancement de son propre satellite. Le lanceur Vanguard n'a jamais encore été testé, mais on a promis aux médias du monde entier que le lancement serait le plus grand spectacle audiovisuel de l'histoire. Il s'est élevé d'à peine 10 mètres au-dessus de l'aire de lancement. La seule chose qui ait survécu à l'explosion, c'est le satellite. Sans une seule égratignure, il continue à émettre du sol à quelques mètres de là. Flopnik, Bidnik, Oupsnik et mon préféré, Kapotnik. Nous avons le feu vert, mais on n'a que 3 jours de fenêtre de lancement. On doit le faire avant fin janvier. Si on échoue, la Navy a programmé un second essai dès le lendemain. Ça ne nous arrivera pas.
Si tout se passe bien, l'explorer de Von Braun surpassera le Sputnik de Korolev en collectant des données scientifiques dans l'espace. C'est une question de coefficient. La veille du grand jour, Von Braun est rappelé à Washington pour s'occuper des médias. Allons-y. Mais 2 jours durant, les mauvaises conditions atmosphériques empêchent le lancement. Le dernier jour du mois de janvier, Von Braun a jusqu'à minuit. Après ça, l'US Navy aura sa seconde chance. Oui, c'est des boss. Curieuse façon de gérer les choses. Lancer une fusée par téléphone. Kurt, annoncez-moi de bonnes nouvelles. On vient d'avoir le rapport du centre météo. Les vents sont tombés. Nous sommes prêts pour le lancement. Enfin, bonne chance, Kurt. J'aimerais tellement être là. Quatre mois après que Korolev a lancé son Sputnik, le satellite de Von Braun est aux portes de l'espace. On doit attendre combien de temps? Ici Antigua Island. Le 4e étage est allumé. Explorer devrait suivre sa route. Très bien, monsieur. Nous n'avons plus qu'à attendre. Il devrait survoler la station de poursuite californienne d'ici 1h30. Tant que son signal n'aura pas été capté par la station de poursuite en Californie, Von Braun n'aura aucune confirmation quant à la mise en orbite d'Explorer. 90 minutes à attendre. Bien, ça fait 1h30. Où est notre signal? Californie, vous m'entendez? Ça ne donne rien. Je pense qu'on devrait s'accorder encore quelques minutes. Werner, que s'est-il passé? On a un satellite, oui ou non? Pickering. C'est vrai? Messieurs, nous sommes dans l'espace. Le délai est dû au fait que nous avons atteint une orbite plus haute que prévu. Je crois que vous venez d'entrer dans les livres d'histoire. Chers amis, je suis fier de vous annoncer la réussite du lancement de Explorer 1, le premier satellite artificiel américain qui a été mis en orbite la nuit dernière. Depuis très longtemps, mon seul but dans l'existence est la mise en œuvre de vols dans l'espace. Aujourd'hui, nous avons relevé le défi des soviétiques et par la même occasion, nous avons ouvert les portes du ciel. Von Braun a enfin son satellite. Vous êtes satisfait des dimensions? Mais il n'a toujours aucune idée de l'identité de l'homme qu'il vient de vaincre. Ils sont allés plus haut. Apparemment, les Américains ont égalisé les scores. Il semblerait qu'on fasse avec eux la course vers l'espace. Et nous, cette course, évidemment, on va la gagner.